Le roman de la contrebasse, Anton Tchekhov. Le musicien Smitchkov, se rendant à la villa du prince Biboulov, où, à l'occasion de fiançailles devait avoir lieu une soirée de musique et de danse, portait sur le dos, dans sa housse de cuir, une énorme contrebasse. Il suivait la berge d'une rivière qui roulait ses eaux froides d'une façon sinon majestueuse, du moins très poétique. « Si je me baignais, pensa-t-il. » Sans réfléchir davantage, il se dévêtit et se plongea dans les ondes rafraîchissantes. La soirée était magnifique. L'âme poétique du musicien s'ordonna selon l'harmonie environnante. Mais quel doux sentiment s'empara de lui, lorsqu'après avoir nagé une centaine de brasses, il aperçut sur la berge abrupte une belle jeune fille assise, qui pêchait. Il retint sa respiration et se tint coi, à l'affût de sentiments divers qui l'envahirent. Souvenirs d'enfance, nostalgie du passé, amour qui s'éveille, mon Dieu, et lui qui croyait ne plus pouvoir aimer. Après avoir perdu confiance en l'humanité, son épouse bien-aimée s'était enfuie avec le basson Sobakine. Son âme s'était emplie d'un sentiment de vide, et il était devenu misanthrope. « Qu'est-ce que la vie ?» se demandait-il souvent. « Pourquoi vivons-nous ? La vie n'est qu'un mythe, un songe, une ventriloquie. » Mais, debout devant la belle endormie, il ne fut pas difficile de remarquer qu'elle dormait, Smitchkov ressentit soudain, en dépit de lui-même, quelque chose qui ressemblait à de l'amour. Le musicien resta longtemps devant elle, la dévorant des yeux. « Bah, suffit, se dit-il en poussant un profond soupir. Adieu, apparition merveilleuse. Il est temps de me rendre au bal de son excellence. » Et ayant regardé encore une fois la belle, il voulut s'en retourner en nageant, lorsqu'une idée lui passa par la tête. « Il faut, pensa-t-il, lui laisser un souvenir de moi. Je vais accrocher quelque chose à sa ligne. Ce sera la surprise d'un inconnu. » Smitchkov nagea doucement vers la rive, y cueillit un gros bouquet de fleurs des champs et de plantes d'eau, et l'ayant lié avec une tige d'ivraie, il l'accrocha à l'hameçon. Le bouquet coula, entraînant le joli flotteur. La raison, les lois de la nature et la situation sociale de mon héros exigent que le roman finisse à cet endroit, mais, hélas, le destin de l'auteur est inexorable. Pour des raisons de lui indépendantes, le roman ne prit pas fin avec ce bouquet. Au contraire du bon sens et de la nature des choses, le pauvre et obscur contrebassiste devait jouer, dans l'existence de la noble et riche beauté, un rôle important. Smitchkov, ayant renagé vers le rivage, y fut consterné. Il n'y trouva plus ses habits. On les lui avait volés. D'inconnus malfaiteurs avaient tout emporté, sauf sa contrebasse et son haut de forme. « Malédiction !» s'exclama Smitchkov. « Ô race de vipères, la perte de mes habits m'indigne moins, les habits sont périssables, que l'idée de devoir aller nu et de violer la morale. » Le musicien s'assit sur la housse de sa contrebasse et se mit à chercher le moyen de sortir de son horrible situation. « On ne peut pourtant pas aller tout nu chez le prince Biboulov, pensait-il. Il y aura des dames. » Et en même temps, les voleurs ont emporté avec mon pantalon la colophane qui s'y trouvait. Smitchkov réfléchit longtemps, douloureusement, jusqu'à en avoir des élancements dans les tempes. « Bah !» se souvint-il enfin. « Il y a non loin d'ici un petit pont dans des broussailles. Je peux, jusqu'à la nuit, rester dessous, et à l'obscurité je me coulerai jusqu'à la première isba. » S'étant arrêté à cette idée, le musicien mit son haut de forme, chargea la contrebasse sur son dos et s'achemina vers les broussailles. Nu et son instrument dans le dos, il rappelait quel cantique demi-dieu. Maintenant, lecteur, tandis que mon héros est sous le pont et s'adonne à l'affliction, laissons-le quelques instants et revenons à la jeune fille qui pêchait. Que lui est-il arrivé? La belle s'étant éveillée et ne voyant plus son flotteur sur l'eau, se hâta de tirer sa ligne. Le fil se tendit, mais ni l'hameçon ni le flotteur n'apparurent. Le bouquet de Smitchkov, s'étant humecté, était devenu lourd. « Ouh, c'est un gros poisson !» pensa la jeune fille, où ma ligne s'est accrochée. Ayant un peu tiré, elle décida que l'hameçon s'était accroché. « Quel dommage !» pensa-t-elle. « Le soir, ça mord si bien. Que faire ?» Sans plus songer, la jeune fille rejeta ses légers vêtements et plongea, jusqu'à ses épaules de marbre, son beau corps dans les ondes. Il n'était pas aisé de décrocher l'hameçon du bouquet dans lequel le fil s'était emmêlé, mais la patience et le labeur en vinrent à bout. Au bout d'un petit quart d'heure, la belle rayonnante et heureuse sortait de l'eau tenant son hameçon. Malgré tout, le mauvais sort la guettait.
Les vauriens qui avaient volé les vêtements de Smitchkov avaient également dérobé les siens, ne lui laissant que sa boîte à verre. « Que faire maintenant ?» songea-t-elle en se lamentant. « Faut-il partir en cette tenue? Non, jamais. Mieux vaut la mort. Je vais attendre la nuit, j'irai alors jusque chez Agafia et l'enverrai à la maison me chercher des vêtements. D'ici là, je vais me cacher sous le pont. » Mon héroïne, à la faveur des herbes les plus hautes, et se baissant, courut jusqu'au pont. S'étant glissée dessous, et y apercevant un homme nu, à crinière de musicien, la poitrine velue, elle poussa un cri et perdit connaissance. Smitchkov s'effraya lui aussi. Il avait d'abord pris la jeune fille pour une ondine. « N'est-ce pas une ondine qui va me séduire ?» pensa-t-il. Et cette supposition le flatta, car il avait toujours eu une haute opinion de son physique. Si ce n'est pas une ondine, mais un être humain, comment expliquer cette étrange façon d'apparaître? Pourquoi est-elle ici sous ce pont? Et que lui arrive-t-il? Tandis qu'il résolvait ces questions, la belle revenait à elle. « Ne me tuez pas, je vous en prie, supplia-t-elle. Je suis la princesse Biboulov. On vous donnera beaucoup d'argent. Je suis entrée dans l'eau pour décrocher mon hameçon et des voleurs m'ont pris ma robe neuve, mes bottines et tout. »« Mademoiselle, dit Smitchkov d'une voix suppliante, on m'a également volé mes habits. Et avec mon pantalon, on a même volé la colophane qui s'y trouvait. » Les contrebasses et les trombones n'ont d'habitude guère d'à propos. Smitchkov faisait cependant à la règle une agréable exception. « Mademoiselle, dit-il peu après, je vois que ma vue vous offusque, mais convenez que pour les mêmes raisons que vous-même, je ne puis partir d'ici. Voici quelle idée me vient. Ne voudriez-vous pas vous mettre dans la housse de ma contrebasse et en abattre le dessus? Cela me cachera de vous. » Ce disant, Smitchkov sortit sa contrebasse. Il lui parut une minute qu'en faisant cette concession, il profanait l'art sacré. Mais son hésitation fut courte. La belle se glissa dans la housse, s'y roula en boule, et Smitchkov, attachant les courroies, commença de se réjouir que la nature l'eût doté de tant d'esprit. « Maintenant, mademoiselle, dit-il, que vous ne me voyez plus, restez ici tranquille. Quand il fera noir, je vous porterai à la maison de vos parents. Je pourrai ensuite venir chercher ma contrebasse. » À la tombée de la nuit, Smitchkov prit en effet sur ses épaules la housse contenant la belle et se traîna vers la villa des Biboulov. Son plan était d'arriver à la première isba, d'y emprunter des vêtements et de pousser plus loin. « Pas de mal sans bien, pensait-il en soulevant de ses pieds nus la poussière et ployant sous le fait. Pour la chaleureuse part que j'ai prise au sort de la princesse Biboulov, le prince me récompensera sans doute généreusement. »« Mademoiselle, demandait-il du ton d'un cavalier galant qui invite une dame pour un quadrille. Vous trouvez-vous bien? Je vous en prie, ne faites pas de cérémonie. Installez-vous dans ma housse comme chez vous. » Tout d'un coup, il parut au galant Smitchkov que deux formes humaines, enveloppées d'obscurité, marchaient devant lui. Ayant regardé avec plus d'attention, il se convainquit que ce n'était pas une illusion d'optique. Les formes marchaient en effet et portaient même on ne sait quel paquet. « Ne serait-ce pas nos voleurs ?» se dit-il. « Ils portent quelque chose, probablement nos habits. » Smitchkov, posant sa housse à terre, se mit à courir auprès des hommes. « Arrêtez !» cria-t-il. « Arrêtez! Tenez-les !» Les formes se tournèrent, virent qu'elles étaient poursuivies et s'enfuirent. La princesse entendit longtemps des pas précipités et les cris « Arrêtez !» Enfin, tout s'apaisa. Smitchkov s'étant laissé entraîner par la poursuite, la belle fut demeurée longtemps encore couchée au bord de la route sans un heureux effet du hasard. Il se trouva qu'à ce moment-là, les camarades de Smitchkov, la flûte Joutchkov et la clarinette Ramaskaïkine, se rendaient par le même chemin à la villa Biboulov. Butant contre la housse, ils se regardèrent étonnés et ouvrirent les bras. « Une contrebasse, dit Joutchkov. Et c'est l'instrument de notre Smitchkov. Comment se trouve-t-il ici? Il lui est probablement arrivé quelque chose, décida Ramaskaïkine. Il s'est enivré ou on l'a volé. En tout cas, il ne faut pas laisser ici sa contrebasse. Emportons-la. » Joutchkov la chargea sur ses épaules et les musiciens continuèrent leur route. « Diable, que c'est lourd !» grommelait sans cesse la flûte. « Je n'accepterai pour rien au monde de jouer d'une pareille machine. Oh !» Arrivés à la villa Biboulov, les musiciens posèrent la housse à sa place accoutumée à l'orchestre et se rendirent au buffet. On allumait déjà les lustres et les bras. Le fiancé, le conseiller Olik Lakeitch, beau et sympathique fonctionnaire du département des voies de communication, se trouvait au milieu de la salle.
Les mains dans les poches, il causait avec le comte Chkalikov. Il parlait musique. À Naples, comte, disait Lakaïtch, j'ai connu en personne un violoniste qui faisait littéralement des merveilles. Le croiriez-vous? Avec une contrebasse, avec une simple contrebasse. Il faisait des trilles si endiablés que c'en était effrayant. Il jouait les valses de Strauss. Arrêtez, fit le comte incrédule, ce n'est pas possible. Je vous l'affirme, il exécutait même la rhapsodie de Liszt. Je partageais sa chambre et n'ayant rien à faire, j'appris même à jouer sur la contrebasse la rhapsodie en question. La rhapsodie de Liszt? Vous plaisantez. Vous ne le croyez pas, fit Lakaïtch en riant. Je vais vous le prouver à l'instant. Allons à l'orchestre. Le fiancé et le comte s'y rendirent. S'étant approchés de la contrebasse, ils se mirent à en défaire vite les courroies. Et, oh, terreur! Mais là, tandis que le lecteur donnant cours à son imagination se figure l'issue de la controverse musicale, revenons à Smitchkov. Le pauvre musicien n'ayant pu attraper les voleurs et revenu à la place où il avait laissé la housse, n'y trouva plus sa charge précieuse. Se perdant en conjectures, il s'élança plusieurs fois en avant et en arrière sur la route, et n'y apercevant pas l'étui, il décida qu'il se trompait de chemin. « C'est horrible !» pensait-il en se prenant aux cheveux et devenant glacé. « Elle va étouffer dans la housse. Je suis un meurtrier !» Jusqu'à minuit, Smitchkov courut les chemins à la recherche de sa housse. À la fin, à bout de force, il revint sous le pont. « Je chercherai à l'aube, » décida-t-il. Les recherches à l'aube ne donnèrent pas d'autre résultat, et Smitchkov décida d'attendre sous le pont le retour de la nuit. « Je la trouverai, » marmottait-il, en ôtant son haut de forme et se prenant aux cheveux. « Même si je dois chercher un an, je la trouverai. » Et, jusqu'à présent, les paysans qui vivent dans les parages susdits racontent que la nuit, on peut voir près du pont un homme nu, recouvert de poils et coiffé d'un chapeau haut de forme. Parfois, sous le pont, on l'entend gémir.